Les rencontres de Thomas Baumgartner. Merci à vous d'être restés pour ces quelques minutes de conversation avec Adama Diop. Et il y a 2 micros, je crois, qui sont dans la salle. Tout le monde pourra participer à cette conversation qu'on va démarrer tout de suite. Alors, c'est un peu, alors c'est pas une première, puisque la première à Malakoff, c'était hier, mais vous étrenez ce spectacle sur les scènes de France par Malakoff. C'était une création à Avignon. Vous l'avez joué, je crois, en République tchèque depuis, mais c'est un peu un nouveau départ. C'est même le départ ici. Oui, bonsoir, merci d'être resté. Effectivement, on a créé le spectacle au Festival d'Avignon au mois de juillet. Il se trouve qu'on a commencé la tournée d'abord en République tchèque et puis en Bulgarie. Donc le fait de retrouver un public français, c'est évidemment pas la même écoute, c'est pas la même lecture, c'est pas le même niveau d'humour aussi. Ça paraît évident ici, mais quand on est à l'étranger, c'est une autre écoute. Donc ça fait plaisir d'être là et de jouer ça devant vous. Parce Voilà. qu'à l'étranger, c'est surtitré. Qu'est-ce que ça change à la fois dans l'écoute du public et dans votre manière de jouer? Forcément, le rythme change parce que, effectivement, par exemple, sur les premières parties, on parle beaucoup. Il faut qu'on laisse aux spectateurs le temps de rentrer dans l'univers, de comprendre de quoi il s'agit. Donc, rythmiquement, il y a quelque chose où on ralentit un peu plus pour laisser le temps aux gens de regarder ce qui se passe. Et puis, c'est quand même un monde qui a sa complexité. On parle de Mars, on parle de tout un système. Donc, c'est important que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Donc, nous, ça nous demande de ralentir un petit peu au niveau du jeu. Voilà. Et en même temps, c'est, j'allais dire presque naturellement, une pièce qui aurait vocation à ne pas rester simplement dans l'hexagone. Les thématiques, le rapport filial, la question de l'effondrement, du rapport entre les générations, tout ça, j'imagine, parle tout autant ici que là-bas, d'ailleurs. Tout à fait. C'est sûr que c'est un spectacle qui, au point de départ, a été un questionnement avec Thiago Rodriguez, le metteur en scène, et moi, où on s'est posé un peu les questions de qu'est-ce qui nous, dans ce monde-là dans lequel on rentrait et dans le désir que nous avions de retravailler ensemble, quels seraient les thèmes qui nous intéressaient. Il se trouve que lui vient du Portugal, moi du Sénégal, donc le rapport aux gens que nous aimons qui sont loin était un point de départ. Après lui, c'est là où il est fort, c'est qu'il amène un monde dystopique, il tend encore plus la distance. Et donc effectivement, de fait, nous on vient d'ailleurs, donc ces questions-là sont vraiment universelles et parlent à tout le monde, parlent à toutes les générations. Et ça, on l'a remarqué dans les interactions que nous avons avec le public. Et c'est assez fort de vivre ça. Alors tout à l'heure, Adama, vous parliez de 6 semaines de répétition. À quel point la pièce change au-delà du fait de répéter le texte? Comment elle se malaxe au fur et à mesure des répétitions et puis peut-être même au fur et à mesure des représentations? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Thiago écrit pendant les répétitions. Donc nous, le premier jour, on arrive, personne, ni lui ni nous ne savons pas quelle sera cette histoire. Voilà. Donc, vous n'avez rien du tout quand vous arrivez sur le plateau? Alors lui, il arrive avec nos 2 premiers textes, les 2 premiers monologues. Et donc, à partir de là, le travail commence. On discute, on fait des retours sur ces textes-là, qu'est-ce qui nous parle, la direction est incroyable. Et là, on se dit, alors, qu'est-ce qui se passe après ces 2 premières lettres? Et ça, vraiment, on ne le sait pas. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on se met autour de la table, tout le monde, Thiago, nous, l'équipe technique, tout le plateau est là, et invité à dire qu'est-ce que vous en pensez. Et de ces discussions-là naissent petit à petit des idées, des contradictions, et donc il repart 2-3 jours après. Il faut savoir qu'il écrit en portugais aussi. Donc il y a Thomas Rezench, qui est son traducteur, qui est avec nous, et qui, au fur et à mesure que Thiago écrit en portugais, lui traduit. Donc on revient en répétition. Donc les premières semaines sont vraiment là, presque pour construire l'histoire, la rendre cohérente. Et ces allers-retours avec le plateau se font petit à petit. Et au bout de, j'allais dire, 4 semaines, 5 semaines, commence à se révéler une histoire. On ne sait pas comment ça finit au départ. Et voilà, le spectacle, les personnages naissent au fur et à mesure des répétitions. Et ça, c'est assez jouissif aussi de ne pas savoir et de construire tout en même temps que la lumière, que la musique, que le texte. Tout est en même temps. Et qu'est-ce que ça change pour vous, comédien, par rapport à une manière peut-être plus traditionnelle sur d'autres pièces, dont l'apprentissage du texte, par exemple? Est-ce que vous êtes plus facilement ou plus naturellement immergé dans l'histoire du fait de l'avoir vu naître et d'avoir participé à cette naissance? Il y a toujours un travail, quand on reçoit un texte de théâtre qu'on doit jouer, il y a toujours, même si on se bat contre ça, on a déjà des idées, on a déjà des images qui nous viennent. Là, on ne peut pas en avoir parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc ce qui est fort, c'est que, c'est là où je trouve que le théâtre est magnifique, parce que c'est quand même l'endroit du pur présent.
là, on est dans un pur présent dans la répétition. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, il y a une grande humilité. Ça demande vraiment de travailler au fur et à mesure avec tout le monde et de créer avec Alison Deschamps. Bonjour. Voilà. Bravo. Bravo. Le pur présent. Hein. Oui, Le pur présent, la oui scène. et du coup, effectivement, on découvre nos personnages, on en parle, on discute, et à la fin, les personnages et le spectacle se révèlent. J'ai posé la question à Alison Deschamps. Alors, justement, cette question-là, d'avoir été dans la fabrication même, immergé dans la fabrication de la pièce, est-ce que ça crée un rapport avec la pièce elle-même en tant que comédienne différent d'une pièce plus traditionnelle où le texte est là au départ, où il faut l'apprendre, et puis la représentation, les représentations ont lieu un peu plus tard? Bah, ça fait qu'on le crée ensemble. Est-ce que vous êtes plus à l'aise? Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué? C'est différent, c'est totalement différent. Ça se crée ensemble. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. C'est forcément différent. Est-ce que c'est une forme de... est-ce que ça crée un déséquilibre? Alors évidemment, il y a un petit jeu de mots parce qu'il y a ce qu'on appelle derrière nous la tournette, c'est ça? Jouer là-dessus, qu'est-ce que ça crée dans le jeu? Ça crée que c'est le troisième partenaire et que faut accepter que c'est elle aussi qui joue parfois dans une mise en scène où le plateau bouge pas. Et ben c'est nous qui faisons les mouvements. Et là c'est la tournette qui fait les mouvements. Très bien. Je vais peut-être repasser pour l'instant le micro à Dama. Non, c'est vrai, elle a raison. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a commencé les répétitions, c'est très troublant d'être sur un plateau qui bouge. Je pense que c'est une forme de théâtralité qui a beaucoup existé dans le temps, mais qui ne se faisait plus. Moi, j'avais jamais, par exemple, travaillé sur un plateau qui tourne. Et d'un coup, le fait de se retrouver sur un plateau qui n'est finalement pas si grand, par rapport à un grand plateau de théâtre, on peut créer des mouvements, des directions. Et là, d'un coup, on se retrouve avec un plateau qui a ses règles et qui nous impose quelque part un jeu aussi, qui serait plus, on en parlait tout à l'heure avec Alison, qui a plus avec le rythme et la musique, et presque aussi, je dirais pas de la danse, pas à ce point-là, mais quand même, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la chorégraphie, qui fait qu'en fait, on est obligé de faire confiance à ce que crée ce mouvement-là. Il y a quelque chose où on peut assumer complètement de ne rien faire parce qu'il se passera toujours quelque chose. Il y aura toujours du mouvement, même quand on est immobile. Donc il a fallu appréhender la bête. C'était pas facile au début. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment... on ne sait pas trop, tu bouges pas assez, tu trouves trop, et petit à petit on comprend que ça, voilà. Et puis ce rythme qui s'accélère au fur et à mesure aussi nous impose un rythme dans le jeu et voilà, et dans les mouvements. Ce qui va avec cette idée de rythme et de danse, peut-être, en tout cas de jeu évidemment en duo, en face à face, c'est que vous démarrez par de longs monologues l'un et l'autre, ce qui n'est, j'imagine, pas du tout la même chose que de fonctionner en dialogue dans des pièces plus construites de manière peut-être un peu plus traditionnelle. Et petit à petit, le dialogue finit par arriver insensiblement. Au théâtre, on joue aussi avec le partenaire en fonction de ce qui se passe en face. Là, au début, en tout cas dans la première moitié, vous êtes un peu chacun son tour, seul. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'une pièce où les dialogues seraient côte à côte comme d'habitude? Plus compliqué? Non, parce qu'en fait, on a la voix de l'autre. Et l'écoute d'un partenaire, il passe aussi beaucoup par la voix, pas forcément par... c'est comme dans la vie, hein, on écoute parfois... Même par exemple, parfois quand on est à la maison, avec les gens qu'on connaît très bien, on les regarde pas tant que ça en fait. Quand on les écoute, on les entend, et ça ne nous empêche pas de leur répondre. Et ben c'est un peu pareil là. C'est l'oreille qui compte. Moi, je l'ai un peu moins bien vécu qu'Alison. C'est-à-dire dans le sens où, d'habitude, quand je travaille au théâtre, ce qui m'intéresse, c'est l'autre. Je comprends mon personnage, j'arrive à jouer, j'arrive à convoquer des émotions à travers l'autre. Et là, le fait de ne pas voir Alison du tout pendant très longtemps, provoquait une telle émotion que quand on répétait, quand on faisait des italiennes, ça débordait. C'est-à-dire que moi, je la regardais et les rares fois où je la voyais réagir à ce que je disais, ça nous a beaucoup bouleversés en répétition. Mais effectivement,
c'est aussi ça, la situation des personnages. C'est deux personnes qui sont à l'autre bout de chaque planète. Et donc, ça nous aide aussi, nous, dans le jeu, de ne pas nous regarder. Et que les rares fois où on se regarde, c'est un événement. Et c'est d'ailleurs par rapport à votre question de tout à l'heure, l'idée de Thiago au départ, c'était que les personnages ne se voyaient absolument pas jusqu'à la toute fin. Il s'était dit, ce qui serait beau peut-être, c'est qu'à la fin du spectacle, il y a un regard. Eh bien, le théâtre s'est imposé, les répétitions sont imposées, et le texte et l'histoire a fait qu'en fait, on s'est regardé plus tôt que prévu. Donc ça, voilà, dans le rêve, exactement. Ce qui fait un face-à-face qui reste quand même un événement, quoi qu'il en soit. Effectivement, ce qui est aussi une des forces de ce texte et de cette pièce, c'est les différentes facettes des sentiments joués. On rit, vous réussissez aussi dans le jeu, l'un et l'autre, à nous faire sourire dans une histoire qui est quand même une histoire déchirante. Et dans la douleur, ça va aussi très loin. C'est une des grandes forces de ce texte et j'imagine un des défis de jeu. Et tout ça se jouant sur des nuances, souvent sur des inflexions de voix. Ça, ce sont des choses qui naissent aussi en cours des répétitions, dans les échanges avec Thiago Rodriguez, avec l'équipe. Vous disiez tout à l'heure le nombre de gens qui sont là aussi pour contribuer à cette pièce. Je crois que le moment où on a compris que ça pouvait faire rire et puis pleurer peut-être en même temps, c'est quand les gens sont arrivés en fait, parce qu'ils s'identifient. Donc ils peuvent voir parfois le ridicule de deux personnes qui n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment et puis qui finissent par se crier dessus. Ils peuvent s'y reconnaître. Et puis, ils peuvent se reconnaître aussi dans le moment où ils arrivent enfin à se dire les choses, pouvoir se projeter, en fait. Donc voilà, c'est arrivé quand les gens sont venus. Pendant les répétitions, quand il n'y avait pas encore les gens. Ce qu'on appelle le public. Le public, mais constitué de personnes multiples. Lorsqu'ils n'étaient pas là, on n'avait pas compris ça encore. Je crois. Ça a été une surprise. Bon. Et d'ailleurs, j'ai vu la pièce hier et ce soir, et les réactions changent. Le sourire n'arrive pas toujours au même endroit. C'est vrai que c'était une surprise, plutôt agréable pour moi d'ailleurs, quand le jour de la première, quand on a joué devant le public et qu'il y avait la place à un peu de légèreté, à de l'humour, moi ça m'a soulagé. Je me suis dit, ok, ouf, on peut travailler aussi parce que voilà, je savais en plus que plus la pièce avançait, plus ça allait être compliqué pour les gens de rire, n'est-ce pas? Plus on plonge, donc j'étais content de savoir qu'il y avait une marge au début, en tout cas, de convoquer un peu d'humour, un peu de légèreté. Et puis effectivement, moi, ce papa, il me touche beaucoup parce qu'il est très maladroit, il ne sait pas comment faire, il est un peu empêtré, voilà, et du coup, je pense que... C'est un père. Et puis c'est un père qui ne sait pas communiquer surtout. C'est un père. Voilà. Non, il y en a qui sont forts, il y en a qui savent communiquer. Mais et du coup, oui, je pense que ça amène à quelque chose d'un peu grotesque parfois, de drôle, et puis parfois on peut se reconnaître aussi certainement dans ses réactions. Et donc ça, c'est un travail effectivement. Et puis les moments, j'ai envie de dire, un peu plus difficiles, un peu plus dramatiques, ça c'est écrit. Hein. Nous, on a juste à travailler chaque soir, à être le plus juste possible. Et donc effectivement, sensiblement, tous les soirs, c'est pas tout à fait les mêmes rendez-vous, mais voilà, on travaille avec les gens qui sont là. Et puis voilà. À quel moment est venu le côté politique dans l'élaboration de cette pièce? Parce que, notamment, au moment où on comprend que le père se rebelle contre l'idée d'une génération qui va perdre la mémoire, qui va refuser, c'est même dit, refuser l'histoire, en quelque sorte, quand on sait aussi que l'auteur est portugais, que le Portugal a été une dictature jusqu'à il y a quelques décennies seulement, que cette mémoire-là est encore présente, que là, comme ailleurs, il y a la montée de certains mouvements qui aimeraient revoir cette histoire-là, réviser cette histoire-là. À quel moment et il y a d'autres aspects politiques, évidemment, quand on entend les corporations, c'est ça, contre les républiques. Enfin, c'est un contexte qui nous donne des indices sur ce que monde de 2077, ce qu'il serait. À quel moment c'est arrivé ça? C'était là au départ? C'était dans les 3 lignes de départ de Thiago Rodriguez ou c'est arrivé plus tard? Pas tout, non. Moi, je me rappelle une des toutes premières discussions qu'on a eues, par exemple sur le métier du père. Ça, c'était vraiment bien avant que le texte arrive. On se disait, mais ce qui serait intéressant, c'est de questionner, par exemple, un métier qui, aujourd'hui, c'est un métier plutôt confortable, à savoir un médecin, et que peut-être que dans 50 ans, ça va devenir un métier précaire parce que l'hôpital public va tellement chuter qu'en fait, devenir médecin, vous
place de fait dans quelqu'un qui vraiment voilà. Et donc ça, c'était des idées qu'on a lancées comme ça, mais sans pour autant dessiner toute l'architecture politique, toute l'architecture écologique. Ça, c'est vraiment arrivé au fur et à mesure. Il y avait des idées, il y avait des pistes comme ça, mais il fallait que ce soit cohérent, il fallait que ce soit juste, et puis il fallait surtout doser, parce que le grand danger, en tout cas, je pense que Thiago n'avait pas envie de ça, c'est de faire un spectacle de science-fiction. Ça n'a jamais été le projet de faire un spectacle de science-fiction, mais peut-être d'avoir une sorte de crédibilité dans 50 ans, dans lequel un père et une fille devraient se parler, et effectivement ce gap générationnel d'une génération qui dit on en a marre, de toujours les mêmes mots, il n'y a rien qui change. Nous, on rentre dans une sorte de radicalité. Voilà. Effectivement, une des questions qui était là dès le début aussi, on s'est posé la question de la radicalisation, c'est-à-dire comment certains jeunes qui sont tellement attristés par une société dans laquelle ils vivent, une société injuste, se retrouvent à être embarqués dans des systèmes radicaux, terroristes parfois. Donc ça a été des réflexions de départ. Après, sinon, tout a été inventé au fur et à mesure. Les corporations sont arrivées, les républiques sont arrivées au fur et à mesure. Voilà. Thiago avait aussi dans l'idée, dès le début, de faire un protocole d'oubli, qu'il y a un protocole d'oubli, et il a fallu trouver, donc c'est quelque chose par exemple qu'on a fait ensemble par rapport à votre première question, on a un peu élaboré ensemble, il fallait trouver les arguments pour l'oubli, parce que je ne pense pas que, par exemple, Thiago se positionne de ce côté, de l'oubli, Ah bon ? de l'histoire. Ah non. Non ? Thiago, il est de mon côté. Hein. Voilà. Voilà. Donc il a fallu les trouver aussi. Donc ça s'est fait petit à petit. Ce qui se fait petit à petit aussi, j'ai l'impression, c'est une évolution dans votre jeu en particulier, Alison. Au début, votre personnage, il a un côté très adolescent, même dans la manière de s'adresser au père, un peu de provocation. Et petit à petit, et peut-être aussi au moment où l'oubli arrive, il y a une sorte d'austérité, de rectitude, et peut-être d'un côté plus adulte. Le personnage, on comprend qu'elle attend un enfant. Et ça se fait par petites touches, par nuances, petit à petit. Il y a une vraie évolution de ce personnage-là jusqu'au moment de cette forme de rupture, de l'oubli et la rupture de sa disparition. Super. Très bien. Non, mais c'est bien parce que finalement c'est votre interprétation et je pense que chacun peut-être en a d'autres. Excellente transition, car nous allons vous demander si ici, les uns et les autres, les unes et les autres, vous auriez des questions. Merci, bonsoir. Alors moi je suis bouleversée, je trouve ça très beau et en même temps hyper triste, en tous les cas déchirant. Et il y a quelque chose que je trouve très joli dans ce que j'ai lu. Vous dites que la rencontre avec Alison a été très forte et très inspirante. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu, dire pourquoi elle a été si forte et si inspirante? Parce que je trouve ça vachement touchant d'avoir lu ça. Je pense parce que quand effectivement avec Thiago on s'est arrêté sur l'histoire, que ça allait être un duo, un père et sa fille, donc il fallait rencontrer une actrice pour jouer ma fille. Derrière, on cherche un être humain, on cherche quelqu'un de fort, parce que c'est aussi une manière pour nous, qui nous connaissions déjà, qui avons déjà travaillé beaucoup ensemble, l'équipe, on se connaissait très bien, il fallait qu'on rencontre quelqu'un qui nous bouleverse aussi. Et c'est ça qui s'est passé quand on a rencontré Alison. C'est-à-dire que personne dans la salle n'a été indifférent à son passage. L'actrice, mais l'être derrière. Et je pense que le théâtre, finalement, c'est ça. C'est une rencontre d'êtres. Et de là, ce spectacle naît parce que c'est elle et c'est pas quelqu'un d'autre. Et donc oui, ça a été une rencontre bouleversante pour toute l'équipe et on continue et on est très très heureux de continuer à explorer cette aventure ensemble. Oui, je partage le sentiment de tristesse parce qu'il apparaît quand même clairement que vous avez un doute à un moment donné, au moment où vous avez un enfant, et c'est là où intervient l'oubli. Et que tout se perd, et que le papa parle à une inconnue en lui souhaitant bonne chance. Mais on a l'impression qu'il n'y a rien. Alors je ne sais pas ce qui vous a amené à prendre cette décision. Peut-être après avoir vu le spectacle, on se dit faut peut-être dire ce qu'on a sur le cœur aux gens tant qu'ils sont là.
Dans les derniers mots, il y a le mot espoir aussi. Il y a une sorte de post-scriptum quand même à ce spectacle. Monsieur. Merci beaucoup pour ce spectacle. Je partage également l'émotion. Simplement sur la relation père-fille, quel élément aviez-vous avant de commencer la pièce? Vous écriviez au fur et à mesure, mais quels éléments aviez-vous sur vos relations père-fille? Il y avait, dans l'idée de Thiago, il y avait que le père devait être quelqu'un, de par la mort de la mère, de par le fait qu'il l'avait éduqué seul, il avait envie que le père soit quelqu'un d'ultra protecteur, à tel point qu'il en devienne parfois empêchant. Et du côté de la fille, il voulait quelqu'un qui, forcément, qui avait une autre manière d'être et qui j'ai pas l'habitude, je perds mes mots. On comprend qu'elle a déjà recherché la liberté quand elle a fait des études à Sydney, par voilà, exemple. qui voulait toujours aller derrière la montagne. Donc évidemment que ça crée une tension entre les deux. Voilà, le départ de la relation père-fille, c'était celle-ci. Quelqu'un qui fait ça et quelqu'un qui... Oui, puis ce qui est très beau aussi pour nous, c'est que effectivement on comprend qu'il est très protecteur, qu'il est angoissé quand il n'a pas trop de nouvelles d'elle, et que du coup plus il est comme ça, plus elle a envie de souffler. Et ce qui est très beau, c'est qu'au départ, on pensait que c'était un père seul et qu'on n'avait pas besoin d'expliquer l'absence de la mère. Elle ne devait pas être dans la pièce. Et au bout d'un moment, tout le monde s'est dit, la mère, là, c'est quand même bizarre là, de ne pas en parler. Et du coup, elle est apparue, son histoire est arrivée, et presque en rétropédalant, on comprend pourquoi le père est aussi protecteur. C'est qu'on se rend compte que le père a perdu, il a dû choisir entre sa fille et sa femme, il a choisi la fille, et qu'elle est morte dans la mer, et que quand il la voit à 7 ans s'en aller vers la mer, donc on comprend que cette angoisse-là, ce traumatisme-là fait qu'en fait, il est trop sur elle. Voilà. Et ça, ce qui est beau, encore une fois, pour répondre à cette question, c'est que ça, on le découvre pendant l'écriture et pendant le... Voilà. La mère est arrivée au fur et à mesure. Ouais. Au tout départ, on se disait... moi, je disais, du coup, c'est un père. Oui, on n'a pas à justifier. En 2117, un père peut être seul avec sa fille, et puis il n'y a pas besoin qu'il y ait une mère, forcément. Et en fait, ça nous a... Toute l'équipe a dit, ouais, non, là, quand même, ça nous manque, là, à la mère, là. 2117, ok, mais quand même là. Et donc, on a commencé à réfléchir, et puis voilà, et son histoire est arrivée, et voilà. Et du coup, le morceau est arrivé, de Caetano Veloso, qui venait répondre aussi à ce manque-là, le fait qu'elle soit une brésilienne, et que tout ça, voilà. Une question très basique, mais qui m'intéresse parce que j'adore le théâtre et j'aimerais peut-être me construire là-dedans. Quel est votre parcours professionnel, s'il vous plaît? Et aussi, comment vous êtes rencontrés, tous les deux? Et que ça a formé ce spectacle aussi poignant. J'ai pleuré 4-5 fois. J'ai pas pensé au mouchoir. C'est long. Voilà, vraiment, bravo. Voilà. Vraiment, je vais le dire de vive voix. Merci pour ça. Merci beaucoup. Moi, je suis un peu plus vieux qu'Alison, donc je suis sorti de l'école il y a... je suis passé d'abord par le Conservatoire de Montpellier, ensuite par le Conservatoire de Paris. Je suis sorti en 2008 du Conservatoire. Et ensuite, j'ai rencontré quelques metteurs en scène qui ont bien voulu de moi pendant plusieurs spectacles. Voilà. Et Thiago, on a travaillé ensemble il y a 4 ans déjà sur La Cerisée. Et on avait envie de se retrouver sur un spectacle. Et voilà comment je me suis retrouvé dans cette aventure. Ça va presque être la même réponse. Parce que, en fait, j'ai été dans un conservatoire, la sortie du bac. Et puis après, j'ai été dans une école nationale de théâtre. Et là, ça fait 1 an que j'en suis sortie. Et en fait, je jouais un spectacle à l'Athénée l'année dernière. Et il se trouve que de fil en aiguille et d'heureux hasard en heureux hasard, je me suis retrouvée dans une audition avec les camarades que j'ai maintenant. Et puis pour moi aussi, en fait, ça a été évident quand je les ai rencontrés. Une dernière question. Quelles ont été vos inspirations pour cette pièce, s'il vous plaît? Vos références Je sais qu'en musique, il y avait un... Comment il s'appelle le musicien, là? Tu sais,
Ouais, le trompette. Il y a un trompette. Je sais que Thiago a été très inspiré par un musicien. Il a beaucoup écouté ce musicien pendant tout le trajet, toute l'écriture. Après, sinon, les inspirations, on a fait des rencontres, notamment Sophie Bricaire, qui est la dramaturge du spectacle, a fait des rencontres, notamment une qui nous a vraiment marqué, une jeune astrophysicienne extraordinaire, mais vraiment passionnée. Et du coup, cet entretien a été un élément important pendant l'écriture parce qu'elle a tellement parlé de Mars, des possibilités, que ça a été une sorte de c'était magnifique. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est un monde qu'on a dû inventer en nous inspirant de notre monde actuel tel qu'il est. Voilà. Donc il y a de la documentation, y compris scientifique, quitte à la détricoter complètement, mais elle reste souterraine dans une pièce comme celle-ci. Disons que même si ce n'est pas notre endroit d'avoir une vérité scientifique, puisque dans 50 ans, ça paraît très peu probable qu'on puisse aller sur Mars, ça paraît impossible, mais quand même, effectivement, Thiago voulait éviter, en sortant de dire oui, mais là, quand même, c'est pas possible, ce que vous avez dit là. Donc, il fallait quand même avoir une sorte de cohérence où il n'y a pas de débat de oui, mais ça, mais non, voilà. Donc, il fallait quand même avoir pas eu de plainte ce soir, pas eu de question. Tant mieux. Sur la question de Mars. 162 jours, c'est pas possible. Je pense que c'est 143 jours, monsieur. Alison, sur les inspirations, quand on vous pose cette question-là, vous allez la chercher où? Sur les inspirations, moi je pense à la relation père-fille parce qu'en effet, c'était pas le but de faire la science-fiction. Donc, ce qui était au cœur, je pense, du spectacle et de ce que j'avais envie aussi de défendre avec Adama, c'était une relation d'amour filiale. Donc, de ce point de vue-là, je m'inspire des gens que je connais, des choses que j'ai vues. Voilà. Vous avez entendu parler éventuellement. Pareil. Par exemple. Oui, du monde dans lequel nous vivons, comme vient de le dire Adama. Bonsoir. Je voulais savoir, quand Thiago Rodriguez est arrivé avec ses 2 textes, est-ce qu'il arrivait aussi avec l'idée du plateau qui allait bouger tout de suite? Est-ce que c'était une idée forte dès le départ, cet espace qui allait tourner et toute l'écriture qui se ferait aussi en fonction de ça, avec vraiment cette notion importante de chorégraphie qu'on a tout à fait senti, notamment à la fin quand ça s'accélérait, où finalement c'était très magique. Et voilà, je voulais savoir si c'était aussi les textes, les premiers textes et cet espace qui allait tourner, peut-être avec l'idée de la planète qui tourne, je sais pas. Voilà. Et je voulais dire aussi qu'effectivement c'est très bouleversant parce que ma fille est partie à Marseille il y a 2 jours et voilà. et voilà, c'est déjà trop loin. C'est déjà trop loin. Oui, le plateau était là dès le début. On savait que c'était une contrainte pour le jeu, pour nous les acteurs, mais c'était une contrainte pour lui, le metteur en scène, et pour lui, l'auteur aussi. Parce qu'on savait dès le départ qu'il y avait l'idée d'une accélération et qu'il fallait qu'il comprenne rythmiquement combien de phrases correspondent à tant de... Voilà. Donc au bout d'un moment, il a fallu vraiment qu'on fasse des répétitions, qu'on chronomètre, qu'on sache, et qu'on puisse faire un travail très très précis sur le texte. Et puis quand nous, c'était trop, on disait, ouais, mais là, on n'arrive pas à rentrer toutes les phrases. Donc du coup, il a fallu vraiment trouver le rythme juste et les textes justes. Et ça, on a mis un peu de temps à le trouver, mais c'était une des contraintes dès le début. Ouais. On savait qu'on avait un plateau tournant. On l'a eu dès le début. Il n'y avait pas encore tout le décor, on avait juste le plateau tournant. On a quand même fait la première répétition, c'était un foot. On a fait un foot en tournant. Voilà, on s'est dit, tant qu'à faire, essayons, mais voilà, on le savait dès le début. Pour la musique, est-ce que on peut savoir d'où elle vient? Est-ce qu'elle a une histoire? Voilà. Eh bien, Thiago travaille avec plusieurs artistes depuis longtemps. Et il se trouve que là, la musique a été créée spécifiquement pour le spectacle. Alors, pareil, je cherche le nom. Il y a un artiste qui nous a inspiré, mais oui. Ah oui, là c'est Sonios de Gaetano Veloso, mais il y a un musicien, un trompettiste qui nous inspire. Mais sinon, toute la musique, que ce soit dès le jazz, dès le début, c'est vraiment de la création pour ce spectacle. Voilà, il y a pas, à part le morceau de Caetano, Sonios. Je crois que c'est celui-ci justement. Ah, celui-là. Ah oui, celui-là, effectivement. Oui, Thiago adore ce morceau. En discutant, on s'est dit que ce qui serait beau, c'est d'avoir une sorte de ritournelle, un morceau qui permettrait de voir la différence entre les deux et l'oubli. Et lui, il nous a fait écouter ce morceau. Au départ, on s'est dit génial, c'est trop beau. Et en commençant à le travailler, on s'est dit oh là là, c'est quand même dur, c'est quand même très très dur. Parce que c'est un Brésilien, c'est faussement facile.
c'est faussement doux et tout, et on a mis un peu de temps à l'apprendre, mais voilà. Et ce qui était beau dans ce moment, quand Thiago il a proposé cette chanson, c'est qu'on était on était en pause, on était dans le patio, il a pris son ordinateur, il a mis la musique, et puis il faisait comme le père fait dans la pièce, il traduisait au fur et à mesure, il nous traduisait, et il adore tellement cette chanson que voilà, il l'a mis. C'était beau ce moment. Très beau, très juste, très cohérent. Bonjour. Alors la pièce s'appelle La distance. Évidemment, il y a une situation qui est un peu unique, qu'on n'arrive pas à imaginer, puisque c'est la distance entre la Terre et Mars. Je ne sais pas, est-ce que dans votre jeu, dans l'imaginaire, dans l'intérieur de votre jeu, est-ce que vous avez pu faire quelque chose de spécifique pour justement vous projeter un peu dans cette distance qu'on a absolument du mal à imaginer et qui est quand même un point très très important dans la pièce, quoi. Mais je dis intérieurement, puisque là c'est vraiment dans le jeu, hein, dans votre imaginaire, dans l'interprétation, au-delà de l'aspect physique, du fait que sur la scène vous ne voyez pas tout ça. Voilà. Pour ma part, vraiment pas, parce qu'en fait, en réalité, qu'elle soit partie sur Mars, ou comme Madame le disait, à Marseille, le sentiment de ne plus avoir accès à son enfant, à la personne qu'on aime, qu'on veut protéger, je pense qu'on n'a pas besoin, nous, de prendre en charge la question martienne. La question, moi, c'est jamais... évidemment, il y a des moments politiques où lui, il dit, mais moi, je ne suis pas d'accord, les corporations, nanana. Mais je pense que le plus gros du travail, c'est la difficulté d'un père d'accepter, en tout cas pour ma part, d'accepter que sa fille est partie définitivement et qu'il n'a aucun pouvoir là-dessus. Voilà. Et qu'il ne peut rien faire. Tout le travail que moi je fais, c'est plutôt à cet endroit-là et pas du tout à l'endroit, à l'échelle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, parfois, on était dans la même chambre, dans la même maison, toi dans le salon, moi dans la chambre, et j'avais l'impression qu'on était à des milliards de kilomètres, quoi. Et je pense qu'au fond, c'est ça, la pièce. Cette distance-là, elle est plutôt à cet endroit-là d'une chose dont ils n'ont jamais réussi à parler, notamment la mort de la mère. C'est un sujet qu'ils n'ont jamais réussi. Et il a fallu qu'elle aille sur notre planète pour lui dire, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas là? Est-ce que c'est le moment maintenant que je suis parti? Il y a un truc où elle veut vraiment se débarrasser de ce père et de cette histoire et de ce tabou. Et donc, ils en parlent enfin, une fois qu'elle est extrêmement Mais là où ils en parlent le plus, c'est quand elle n'a plus la mémoire, quand il doit tout expliciter. Quand il doit tout réexpliquer, et puis effectivement, quand il n'a plus, il dit, hein, on aurait pu en parler plus souvent, mais c'est trop tard, quoi. Voilà. Donc non, pour ma part, il n'y a pas eu besoin de travailler plus que ça. Je reviendrai bien sur ce que vous venez de dire sur la distance. Il y a quelque chose qui s'est ajouté quand même, c'est l'oubliance, hein, c'est ça l'expression. C'est-à-dire que, et ma question c'est, est-ce que d'imaginer qu'un enfant perd la mémoire, ça indiquerait que la question de la transmission, on efface en fait, parce que autant effectivement on peut prendre la distance, etc., mais la question de l'effacement de la mémoire, est-ce que ça indiquerait, c'est une question, une hypothèse, que la jeunesse aujourd'hui veut oublier ce qui s'est passé. Vous voyez, perdre la mémoire pour redémarrer sur quelque chose, mais en effaçant le passé. Question. Hein. Il y a un projet extrêmement radical, hein, qui est effectivement cette société qui s'appelle Novus, d'une extrême puissance, et qui a un programme très clair, et le procédé. Je ne pense pas que Thiago pense que la jeunesse d'aujourd'hui oublie et que je ne crois pas que ce soit le point de vue. Par contre, il y a un vrai enjeu, en effet, de deux générations, d'une société qui fait rêver qu'en oubliant tous les problèmes de la Terre, on pourra inventer un monde nouveau, et ça va bien se passer cette fois-ci. Et le père pense l'exact inverse. Il dit, mais c'est impossible que vous pensiez, voilà, vous allez refaire les mêmes choses que nous. Et qu'au contraire, leur combat, il est là aussi. C'est deux combats de société très différents. Après, ce qui est très touchant, c'est que c'est presque inversé. Souvent, c'est les personnes âgées qui petit à petit commencent à oublier, qui sont les enfants, qui sont, voilà. Là, c'est l'inverse. C'est une personne très jeune, qui a la vingtaine, qui oublie. Et que le père soit la personne qui doit rappeler l'histoire à son enfant. Et cette inversion-là, je pense qu'il y a aussi un enjeu dramaturgique qui est aussi passionnant de dire, et si c'était la génération qui était oubliante,
et que les anciens sont là pour, comme de vieux sages, à dire non, il ne faut pas oublier, même si c'est imparfait, il ne faut pas oublier. Donc voilà, c'est une vision. Mais vous savez, même quelqu'un comme Elon Musk va avoir des pensées très radicales, hein, va vraiment s'accoupler avec des femmes spécifiques pour avoir des enfants, voilà, géniaux, intelligents. Donc, pardon, 42e. Ah ouais, c'est beaucoup. Hein. En 42 enfants, c'est beaucoup. Hein. C'est 2 de plus qu'il y a 1 heure. Ça va très vite. Ouais. Ah, il est actif, Elon Musk. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a toute une pensée presque scientifique de comment devrait être l'humanité. Donc voilà. La distance, ça se joue à Malakoff Scène Nationale jusqu'à dimanche. On a ajouté des dates, si je ne me trompe pas. Après, il y a une tournée avec un bon rythme jusqu'au mois de juin. Vous passez par Anvers, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Lausanne, Grenoble, Madrid, Dunkerque, Grasse, Aix-en-Provence, Athènes. Voilà, et je n'ai pas tout cité. Merci beaucoup. Et puis la résidence, Adama, je crois qu'on vous revoit en avril, hein, ici. Vous êtes en résidence à Malakoff Scène Nationale. Merci beaucoup. Merci. Le musicien dont on cherchait le nom, c'est Colin Stetson. Voilà. Comme ça, on a toutes les informations. Voilà. Merci beaucoup et merci merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup.